Moi, j'aurais tendance à dire que la marque et les valeurs, c'est le socle. Par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est ce qui va permettre de réaliser que ce socle fait du sens. Si tu as une marque qui te vend du rêve et que derrière le produit est nul, il n'y a aucune adoption et dans tous les cas, ça n'a aucun intérêt. À l'époque, il y a 10 ans, ton objectif c'était il faut absolument avoir des téléchargements. Aujourd'hui, c'est pas forcément le téléchargement qui compte, c'est l'adoption du produit. Il y a une méthodologie chez nous qui est le fail fast, fail forward, qui est hyper important, qui dit on n'a pas besoin d'avoir toutes les datas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester, regarder, si ça fonctionne, on améliore. Et moi, j'en ai marre des marketing analystes ou ce genre de catégorie qui fait qu'on essaie de se focuser sur une KPI et on essaie d'améliorer cette KPI de façon très très petite. On va se dire, la landing page par rapport à cette campagne, elle fait 20% de conversion. On peut l'amener à 20,5% en améliorant ce bouton. C'est sûrement très bien, mais je trouve que ça fait de nous des gens qui ne prenons pas de risques et des gens qui gagnons petit. Dans cet épisode, on a la chance de parler avec Thibaut Eberwein, Head of Growth chez Proton. Avec lui, on va parler de sa vision marketing, de comment il voit l'avenir du marketing, les skills du marketeur en 2030, mais aussi de comment il voit en fait la différence entre le marketing de performance et la construction d'une marque, la construction d'une brand. Et c'est assez intéressant parce que Proton, c'est une boîte quand même très tech, très digitale, qui a grandi grâce aux stratégies marketing justement de growth, qui maintenant pousse un peu cette côté création de marque avec un marketing beaucoup plus émotionnel. Et on va un peu étudier avec lui tout ce shift pour essayer de comprendre ce qui se passe et faire du marketing plus performant dans les années à venir. Bienvenue dans Shift. Thibaut, bienvenue. Bonjour. On a parlé de ta victoire aux fléchettes. Ouais. Fallait qu'on commence par ça. Nicolas, apparemment, tu l'as démonté. Malheureusement pour lui, avant de venir, je suis resté sur une victoire aux fléchettes. Une victoire aux fléchettes. Ça, c'est voilà, on peut arrêter le podcast. Exactement. On a dit le principal. Non, alors on va parler fléchettes, mais on va parler marketing surtout. On en parlait un peu avant de commencer. Je trouvais intéressant de discuter d'un peu de l'actualité dans le sens où Proton, la société avec laquelle tu bosses, a lancé là assez récemment, je ne connais pas tout, c'est assez récent, une grosse campagne print, mais il y a aussi une campagne avec une collab, avec une marque de streetwear, je ne connais plus le nom pour être très franc. Mais voilà, des choses assez créatives d'une certaine manière. Et c'est assez drôle de voir ça d'une boîte tech qui est vraiment une boîte tech, avec ses traits digital pendant pas mal d'années, qui maintenant arrive à un stade où, et c'est mon hypothèse, on arrive à un stade où on doit faire d'autres choses, on doit se différencier, on doit commencer à construire en fait ce côté brand, ce qu'on dit la marque, etc. Et puis les techniques ou les tactiques digitales ne suffisent plus. Je ne sais pas si tu partages cette idée, puis l'idée c'est de commencer par ça, puis après on va découler sur d'autres sujets, mais c'est un peu d'avoir ta vision là-dessus, parce qu'on en a discuté un peu en off, et je trouvais pas mal d'avoir ta manière de voir les choses. Alors, il est évident que dans le stage où on en est chez Proton, on a besoin de communiquer plus parce que du coup, on a commencé par un produit qui est un produit il y a une dizaine d'années qui était très SaaS et très techy avec une communauté derrière. Aujourd'hui, notre produit est grandi et c'est normal qu'on cherche pas forcément une nouvelle audience, mais partager ce produit au plus grand nombre. Et Proton, c'est une des boîtes qui a vraiment une croissance ultra importante. Ça signifie que on grandit énormément depuis ces 10 dernières années et ce qu'on a fait au début n'équivaut pas à ce qu'on doit faire maintenant tout de suite. Et donc aujourd'hui, on a potentiellement un besoin de communication qui est plus important pour s'assurer que notre produit, qui est très bien fait, puisse trouver aussi sa cible sur des marchés différents. Et on se remarque que, évidemment, des grosses campagnes branding comme ça nous aide à être beaucoup plus sunshine à travers le monde et trouver des nouveaux utilisateurs. Parce qu'il y avait aussi, on en parlait justement avant, là, il y avait la campagne ChatGPT qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec ces trucs ultra... des photos en plus faites avec des je sais pas, style vieux appareils photo, etc., un peu granulés. En fait, le style un peu old school comme ça, sans aucun wording dessus, juste marqué ChatGPT, puis tu vois le mec qui fait son sport. C'était assez... eux aussi sont partis dans un truc comme ça. Et tu avais cette vision où tu me disais juste avant... en parlant de ces campagnes-là, qu'on est un peu de la même génération. Nous, on a grandi dans ce marketing très growth. C'était un peu le terme à la mode, etc. Ouais, la data uniquement, puis on va utiliser la data pour faire plein de choses, etc. Puis que gentiment, on est en train de sortir de ça, pour plusieurs raisons. L'AI en étant une, ça facilite la création de produits. Enfin voilà, il y a plein de choses, sans rentrer dans le détail, mais il y a plein de choses qui font que potentiellement, on est en train de revenir vers un marketing un peu plus émotionnel. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu plus traditionnel. Tu partages cette vision-là aujourd'hui ? Complètement. Ce que je pense, c'est que le brand, il partage des valeurs, une culture, quelque chose sur lequel tu peux te rattacher. Et c'est pour moi la chose la plus importante. C'est ça qui fait la différence entre un produit et un autre produit.
il y a 10 ans, il y a plein de boîtes de la tech qui sont sorties avec des ingénieurs qui avaient des super idées, mais qui étaient seuls sur le marché. Ça veut dire qu'ils ont sorti des produits où ils étaient tout seuls. Donc, c'était assez facile pour eux de dire, écoutez, les gars, on ne fait pas de marketing. De toute façon, on est tout seul sur le marché. Donc, comme on est tout seul, pourquoi parler de la marque? On a une fonctionnalité qui fonctionne très bien et on n'a pas besoin de marketing pour la vendre. Je fais un parallèle avec mon papa, par exemple, qui était ingénieur. Mon papa s'en fiche complètement de la UI, du style, du design. Pour lui, il a une fonctionnalité, bam, elle fonctionne, elle est bien, il la lance, c'est fini. Aujourd'hui, la différence qu'on a avec ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y a plein de produits sur le marché. Et en fait, les fonctionnalités, elles peuvent être comparables. Donc, tu peux comparer une encryption avec une autre encryption. La différence qui va se passer par rapport aux personas et aux gens, c'est qu'est-ce que ta marque, elle véhicule comme message, comme valeur sur lequel tu vas pouvoir te baser pour dire « Ah, c'est la marque et c'est la confiance que je donne à cette marque qui fait du sens. » Donc, c'est plus forcément juste créer des produits pour créer des produits, c'est créer des produits et aussi avoir une marque assez forte pour être un vecteur culturel qui adopte des nouveaux utilisateurs. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai envie de le challenger peut-être un tout petit peu dans la mesure où la marque, c'est génial, mais une super marque avec un produit de merde, c'est pas terrible non plus. Et dans le sens où c'est mon avis qui est aussi très growth de base et on est axé plus performance de manière générale, mais on se rend compte de l'importance de cette marque. Mais j'ai quand même l'impression, de manière générale, que la marque, c'est un peu une cerise quand même sur le gâteau. C'est-à-dire que la puissance du produit, la qualité du service fourni, on va dire l'USP, le fait que vous répondiez à un problème précis, tu parlais d'encryption, etc. C'est quand même vraiment le socle qui permet à la marque de venir ensuite se poser dessus et d'apporter une sorte de cohésion avec les valeurs, avec la vision, avec la mission de la boîte. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou si tu as une vision Alors moi, je mettrais plutôt l'inverse, mais c'est bien d'être différent sur ça. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que la marque et les valeurs, c'est le socle. Par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est ce qui va permettre de réaliser que ce socle fait du sens. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu as une marque qui te vend du rêve et que derrière le produit est nul, il n'y a aucune adoption et dans tous les cas, ça n'a aucun intérêt. Ça me rappelle encore un petit peu, tu vois, ce truc de dire l'objectif initial, c'est de télécharger des applications. À l'époque, il y a 10 ans, ton objectif, c'était il faut absolument avoir des téléchargements. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le téléchargement qui compte, c'est l'adoption du produit. Parce qu'on a tous des téléphones avec 10 000 applications dedans. Aujourd'hui, tu vas dans l'Apple Store, tu en télécharges 10, tu en utilises une sur les 10 et les 9 autres, tu les as oubliées, elles sont sur ton téléphone. Ça, c'est ce qu'on voulait à l'époque, c'était du téléchargement. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de l'adoption. Ça veut dire qu'en fait, entre le moment où tu vas sur le site, tu découvres la promesse fait du sens pour toi, de façon culturelle, émotionnelle, tout un tas de choses. Ensuite, tu vas sur le marketplace, tu télécharges. Ensuite, le produit, il correspond à ce que tu as découvert dans l'aspect marketing. Ça veut dire que la promesse qu'on t'a vendue correspond à l'expérience utilisateur et au produit, et tu adoptes le produit. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est l'adoption du produit plutôt que le téléchargement et la conversion. La conversion, j'aurais tendance à dire que c'est assez simple. Adopter un produit et être utilisateur tous les jours, c'est la complexité de notre nouveau métier qui est entre le marketing, le growth et le product. C'est intéressant parce que du coup, il y a l'acquisition, justement la conversion, le téléchargement. Est-ce qu'une partie de ton job, c'est aussi de se focaliser sur cette première expérience utilisateur, une fois qu'il utilise l'outil pour la première fois, de vraiment créer cette rétention tout de suite lors du premier usage? Je crois que l'alignement entre le produit et le marketing, même si je ne sais pas si je peux utiliser le mot marketing ou la communication en général, elle est super importante parce qu'au final, le bénéfice utilisateur, cette personne va découvrir 1 milliard de choses sur la marque à travers plein de channels qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Peut-être qu'il va se retrouver dans YouTube, aller voir une vidéo incroyable, du tutoriel. Après, elle va se retrouver sur le social media où elle va découvrir des posts qui vont potentiellement le faire arriver sur le blog. Ensuite, du blog, il va arriver sur le site produit. Et puis, tout ça, arrivé au site produit, il aura déjà un univers de qu'est-ce que la marque, quelle est la valeur de la marque et quelle est la promesse auquel on répond grâce au produit. Et aussi, à l'intérieur du produit, il faut qu'il continue à avoir ça. Si à un moment donné, on lui a créé cette narrative absolument incroyable et qu'il arrive dans le produit et que c'est absolument horrible, son seul but, ça va être de fuir. Et ça m'est arrivé plein de fois, franchement, de voir des sites incroyables, télécharger le produit. Je me dis, waouh, il y a quand même un monde d'écart. Il m'est aussi arrivé l'inverse. Mais globalement, je me dis, si l'expérience utilisateur n'est pas parfaite, et normalement, l'utilisateur n'est pas censé voir la différence que nous, on voit en termes de spécialistes de marketing produit. La personne, elle arrive, elle voit le site, elle télécharge l'application, elle rentre dans le produit,
elle se sign up, elle ne voit pas la différence entre les deux mondes. Les deux mondes, ils sont tellement bien connectés que pour elle, ce n'est qu'un seul monde et l'adoption passe par là. Donc pour moi, je suis assez d'accord avec toi, il faut que le produit soit bon, mais il faut aussi que la connexion entre le produit et le marketing soit tellement forte avec des KPI communes sur de l'adoption qui fait qu'on a le même but. Le but de se dire, tiens, on va faire que de la conversion, on vous envoie des leads, les gars, et maintenant, vous êtes dans le produit, c'est à vous de convertir et c'est à vous d'adopter. Je trouve que c'est un peu l'ancien modèle. Maintenant, le nouveau modèle, c'est de se dire comment on fait tous ensemble entre le produit et le marketing pour créer de l'adoption. Parce que c'est le bon exemple dans ce que tu dis, je trouve. Je crois qu'on l'a mentionné avant, mais si tu prends Proton, il y a un produit, le VPN par exemple. Alors, je suis pas assez tech pour connaître les différences entre les VPN. Je suis sûr qu'il y en a si tu rentres vraiment dans le détail. Mais sur le principe, 99% des gens, c'est un VPN, quoi. Ouais. Okay. Pourquoi tu utilises Proton VPN plutôt que, je sais pas, un autre TunnelBear ou un autre? C'est la brand. Parce que tu crois en ce que Proton met en avant sur la privacité, et puis t'accroches à ça. Je pense, je dis pas que j'ai raison, j'imagine. C'est pour ça que c'est intéressant que même sur des produits tech, à un moment donné, tu arrives à ça. Alors oui, il faut que le produit soit bon parce que sinon. À produit égal, ouais. Mais à produit égal, à un moment donné, c'est ce que tu disais, c'est la brand arrive à un moment. Et je pense que vous êtes arrivé à ce moment où votre produit, il est bon, mais il y a d'autres gens qui ont aussi un bon produit parce que vous n'êtes pas tout seul et c'est normal. Et maintenant, vous devez faire autre chose et vous devez faire les choses de manière différente. Et à mon avis, déjà, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que de plus en plus, on va avoir de beaux produits sur le marché de par tout le monde. Et le seul différenciateur va être la partie émotionnelle, la partie narrative, la partie de core value de la boîte qui fait du sens. Les gens consomment, ou du moins les nouvelles générations, consomment de façon vachement consciente. Et pour elles, le bénéfice d'utiliser une marque en disant « Ah tiens, cette marque correspond à mes valeurs, donc je l'utilise » ou « Cette marque, je suis sûr qu'elle ne va pas vendre mes données parce que c'est les pionniers de la privacy et avec eux, je suis absolument convaincu que mes données resteront sécurisées » versus une petite boîte russe qui sort une encryption et qui se dit « Pourquoi pas ? Oui, c'est encrypté, mais bien sûr, c'est pas open source, mais c'est encrypté. » On vise personne, mais dans ce cas de figure, on peut très bien se dire que la brand, elle prend un rôle hyper important. Surtout que tout le monde peut dire « On est encrypté ». Et c'est un peu la même chose si tu transcris ça sur d'autres types de marques. Exemple, Desigual et Zara. C'est fait des vêtements. Ils font tous les deux des vêtements. Par contre, quand tu vas chez Desigual, c'est des couleurs, c'est quelque chose que tu vois un petit peu punk, quelque chose qui est complètement différent. Tu vas chez Zara, tu es dans un univers qui est complètement très classe, élégant, différent. Pourtant, ils font des vêtements tous les deux. Et la promesse que tu as, c'est qu'il y a des gens qui se retrouvent plus dans Desigual, dans cet univers un petit peu Woodstock et tout ça, versus des gens qui se retrouvent dans l'élégance. Et nous, c'est exactement pareil dans ce cas de figure, sauf que nous, nos valeurs, elles sont sur la privacy. Et par contre, c'est adaptable sur toutes les boîtes. C'est adaptable aussi sur l'automobile. L'automobile, tu vas chez Tesla. Tesla, avec Elon Musk, qui vient de la tech pure et dure, tu vois que ces véhicules, c'est simplicité absolue. Aucun bouton. Tu vois, de ultimate sophistication, c'est vraiment la simplification de tout. Et donc, dans ce cas de figure, si tu compares une voiture comme ça, qui est une voiture de techie, le tech, il va se retrouver dans cette voiture de Tesla versus une voiture peut-être plus asiatique où tu vas te retrouver avec des boutons dans tous les sens. Tu choisis une marque en fonction de ce qu'elle véhicule et ce qui fait du sens pour toi, je trouve. Et aujourd'hui, du coup, si on prend ce nouveau schéma marketing, on va dire, j'imagine que vous faites. Alors, vous avez maintenant, on fait simple, mais avec ces nouvelles campagnes, vous avez cet esprit brand qui commence à se construire, ou qui commence, ça fait un moment, mais que vous poussez maintenant. Mais vous continuez à faire des choses plus terre à terre, dans le sens des campagnes pour avoir des sign-up, ils vous font un nombre de sign-up, etc. Vous cherchez des nouveaux clients. Vous faites, on va dire, le tout. Aujourd'hui, toi, dans ton rôle, c'est quoi les KPIs sur lesquels, tu vois, est-ce que tu as un dashboard que tu regardes tous les matins, et genre avec 3 KPIs qui sont pour toi les plus importants, et où tu dis, OK, si ces chiffres augmentent, ça veut dire que concrètement, mon boulot est bon. Est-ce que tu as ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des KPI qui sont très basés chiffres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus flous, etc.? Alors, oui, évidemment, j'ai des KPI, on a des dashboards. Je ne suis pas celui qui va aller vraiment profondément dans les KPI. Par contre, je suis celui qui va regarder de façon plutôt large si on suit la croissance. Donc, mon poste chez Proton, c'est Head of Growth Studio. Ça paraît très classique, cette partie Growth Studio, mais Growth Studio, qu'est-ce que c'est? C'est une agence intégrée chez Proton qui s'occupe de créer l'ensemble du branding,
qui s'occupe de suivre l'aspect design, mais qui aussi s'occupe du site internet, qui est notre canal maximal et essentiel, qui est un peu notre flagship de conversion. Et aussi la partie produit, où on va aider de tout ce qui est IPMs, in Product Marketing, et de supporter toutes les équipes dans leur croissance en les aidant sur un tas d'éléments qui sont de la conversion, qui sont de la création de bannières, qui sont de la création de pages, de la user experience, du brand awareness. Donc tout ça, c'est cette partie-là. Donc moi, mes KPI, elles sont véritablement sur tout le funnel. C'est dans l'année, il faut qu'on ait une croissance assez importante et qu'on adopte un maximum d'utilisateurs. Et donc là-dedans, mes KPI les plus importantes, c'est est-ce qu'on a assez de trafic sur notre site ? Est-ce qu'on a assez de conversion sur notre site ? Est-ce que les gens, quand ils arrivent sur notre site, est-ce qu'ils ont une expérience utilisateur qui leur permettent de downloader, de transformer, de devenir client, et pas juste de consommer et de partir. Et donc ça passe plus particulièrement par un brand qui est fort, une belle présence, aussi un site internet très fort avec une user experience qui nous permet de nous dire vraiment quelles sont les pages d'acquisition. Et sur les KPI, ma KPI métrique principale, c'est vraiment un conversion rate, temps d'engagement sur le site. Et puis acquisition globale, qui est plutôt l'adoption, on va dire, pour s'assurer que ce n'est pas des comptes free uniquement qui partent au bout de 10 minutes, mais s'assurer que on a une LTV qui est vraiment longue et qu'on a des gens qui adoptent le produit pour des années. Ouais, vraiment la dimension qualité aussi. Mais... C'est essentiel. Ouais. Question sur les produits, parce que vous avez, ça a commencé par le mail, mais après, on a parlé du VPN, maintenant il y a aussi des docs, il y a du Drive, il y a tout un tas de produits différents. La marque, c'est un peu on va dire le superviseur de tout ça. Mais est-ce que vous avez des stratégies spécifiques pour chacun de ces produits ? Est-ce que les audiences sont différentes pour chacun de ces produits, ou comment vous fonctionnez un peu à ce niveau-là ? C'est sûr qu'on a des audiences qui sont différentes. On a des business units par produit, et donc il y a des targets qui sont différentes sûrement pour ProtonMail et pour Drive. Je ne veux pas forcément rentrer dans cette partie de différentes stratégies pour chacun, mais des produits ont des différentes maturités. Comme tu l'as dit, on a commencé par ProtonMail. C'est un produit qui est ultra mature. Ouais. On l'a depuis 10 ans. C'est un produit qui fonctionne super bien, qui répond à la promesse. Et puis, par exemple, on a sorti Lumo AI il y a de ça 6 mois, et qui est un nouveau produit, qui est un tout jeune produit auquel on a besoin encore de donner de l'amour, qu'on a besoin d'améliorer, qu'on a besoin d'aider aussi à structurer. Et donc, voilà, véritablement, notre objectif, c'est d'aller de l'avant, aller vite. Dans les boîtes de la tech, souvent, on tente de lancer des nouveaux produits pour voir ce que ça donne, pour proposer une solution qui est différente de celle qu'on peut avoir sur la big tech. Et puis, c'est vrai qu'on est passé c'est un produit il y a 10 ans à quasi 12 produits. Et j'espère dans 10 ans revenir vous voir et qu'on en aura 40. C'est largement possible. Mais c'est l'idée, c'est de pouvoir compléter cette suite pour pouvoir proposer quelque chose de différent à des boîtes américaines qui sont entièrement dédiées à l'Europe et l'encryption. Vous avez cette mentalité de on lance des trucs et on regarde, parce que c'est assez rare. Le fondateur, il est américain, si je ne dis pas de bêtises, non ? Taïwanais et américain, c'est ça, Andy Yen. Yeah, absolument. Qui a amené cette mentalité aussi là, j'imagine, parce qu'en Suisse, c'est pas forcément on réfléchit 10 ans avant de lancer un produit, alors que là, on le lance et puis après, on regarde si ça marche, quoi. Voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir des boîtes comme ça qui commencent à fonctionner comme ça, parce que même si en Suisse, ça paraît un peu nouveau, c'est quand même une méthodologie qui existe depuis pas mal d'années, quoi. Ouais. Je reviens juste sur le Growth Studio dont tu parlais. Comment c'est structuré à l'interne ? C'est quoi les tâches, les jobs que vous avez ? Vous faites vraiment tout à l'interne ? Tu parlais pour dire design de banner, etc. C'est tout fait à l'interne ? Est-ce que vous bossez aussi avec de l'externe ? Ça se structure comment aujourd'hui au studio ? Alors aujourd'hui, moi je co-lead ce département avec quelqu'un qui est très technique, qui est mon co-lead côté développement. On est une équipe de plus d'une trentaine de personnes. Donc on a des designers, on a des product managers, on a des CMS operations, on a des développeurs, on a la translations. Donc on a énormément de postes. Nous, on peut intervenir à toutes les étapes de la chaîne. Ça veut dire qu'on peut facilement créer des images pour des blog posts, créer des banners si besoin. On peut aussi, on est le garant du site internet sur la roadmap, sur qu'est-ce qu'on met en place, sur aider les go-to-market. Chaque produit a des features qu'ils sortent et nous, on est là pour amplifier ces features sur le web, que ce soit à travers le web ou à travers tous les canaux qu'on a.
Et par rapport à ça, du coup, on est le dynamiteur de la croissance au sein de l'entreprise. Donc, c'est une sorte d'agence interne liée à tout ça. Mais on n'est pas les seuls à faire ça. Ça veut dire que on essaye aussi de ne pas avoir de dépendance parce que du coup, on reste humain. La boîte, elle grandit. On a de plus en plus de produits. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de besoins et on ne veut pas être un goulot d'étranglement sur le fait de dire « Waouh, on n'y arrive plus, on fera tes bannières dans 3 semaines ». Si il y a trop de boulot, évidemment qu'on a des externes, des freelances, des agences qui nous aident au coup par coup sur des choses qui nous manquent en interne ou qu'on ne veut pas intégrer en interne. Exemple, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui fasse de la 3D ? Pas complètement sûr. Est-ce qu'on a besoin de choses particulières dédiées à juste une campagne pour 2 ou 3 semaines ? Pas sûr. Ces expertises, on peut les acheter en agence ou on peut les acheter chez des freelances au coup par coup et on peut les dédier à des gens dans la boîte. Est-ce qu'il y a une tâche ou un job que vous n'allez jamais sortir, que vous voulez garder à l'interne ? Enfin, tu me dis le design pour X ou Y raison, par exemple. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je sais que ce n'est pas vraiment ton domaine, on en parlait avant, tout ce qui était paid, etc. Ça, vous le faites à l'interne ou vous le faites à l'externe ? Parce que pour nous, c'est toujours vachement intéressant de comprendre un peu comment la société, elle voit cet aspect-là en particulier. Sur l'aspect performance, donc paid, c'est quelque chose qui est géré en interne et c'est géré par une équipe dédiée qui n'est pas dans mon équipe. Okay. Donc pour le coup, c'est vraiment quelque chose de séparé. Mais qui sont ici en Suisse. Mais qui sont ici en Suisse ou en Europe. Okay. Alors, il y a une personne ici qui est en Suisse et d'autres personnes qui sont en Europe dans ce cas de figure. Et par contre, ta première question était sur... Je sais plus, je me suis dit, j'espère qu'il me pose pas la question parce que j'ai oublié. Voilà. Ah là là, c'est pas grave, ça va revenir. Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes forcément Ah oui, voilà. Heureusement qu'il y en a qui écoutent. Heureusement que tu es là. En fait, c'est très intéressant. Je ne saurais pas te dire ce qu'on... Enfin, je sais ce que je veux garder maintenant. Je ne sais pas ce que je veux garder dans 2 ans. Parce que le marché, il évolue tellement. Et avec l'intelligence artificielle, ça va tellement vite que je ne saurais pas s'il y a des métiers qui vont énormément évoluer ou être bouleversés grâce à la AI. Donc, je mettrais un peu ça de côté. Tout de suite, maintenant, j'ai pense pas qu'il y a des métiers que je veux enlever. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui est hyper essentiel que j'ai eu la chance d'avoir chez Swissquote, chez SonarSource et chez Proton, c'est que ces gens-là souhaitaient garder la création et le web chez eux pour être maître de leur destin. Il y a toujours 2 types de boîtes. C'est la boîte qui veut garder, être maître de son destin sur des métriques qu'on ne veut pas partager à d'autres personnes, parce que du coup, les métriques qu'on a, elles sont chez nous, elles sont chez personne d'autre. On veut aussi être assez agile pour avoir des gens qui réfléchissent, pas juste... C'est peut-être un peu difficile ce que j'aime, mais tu as toujours ce truc facile d'avoir un marketeur qui va avoir une agence qui te propose un template et hop, tu signes et tu y vas. Versus chez nous, tu as des designers qui sont quasi des product marketers. Ils connaissent le produit parfois mieux que moi. Et tu as des développeurs qui, quand on arrive, on se dit « Ah tiens, on va faire une landing page sur des alias pour ProtonPass, par exemple, qui vont me challenger sur pourquoi on dit ça ?» Et je trouve ça absolument incroyable. Ça veut dire que ces gens sont des utilisateurs qui sont dans la capacité de donner du feedback et qui sont dans la capacité aussi de positionner le produit correctement. Et cette valeur-là, elle est inachetable sur le marché, en fait. Elle est forcément en interne parce que c'est la connaissance de tes employés par rapport au produit qui fait que tu construis quelque chose et il y a un narratif qui est juste 100 fois mieux qu'en agence. Nous, on le dit souvent quand on parle à des entreprises que... Comme tu dis, c'est tellement juste. En fait, les meilleures personnes pour vendre ou faire du marketing sur le produit, c'est ceux qui sont en contact avec le produit tous les jours. Donc, c'est les gens qui sont en interne. Donc, bien sûr. Que ce soit de la créa, du design, créer des histoires, parler d'expérience, vraiment recevoir le feedback des utilisateurs, en parler. Je suis assez d'accord. C'est important que ce soit Mais des ça gens ne veut pas dire qu'il faut ignorer la partie agence. Ça veut dire que le site institutionnel, ou du moins les pages organiques où on délivre de la valeur d'un point de vue product marketing, elles font du sens chez nous. Si demain, tu me dis, dans 2 semaines, il faut faire une énorme campagne avec de la vidéo, une page incroyable avec du parallaxe dans tous les sens et il faut convertir comme jamais, peut-être que là, je te dirais, bon, là, tu vois, je ne suis pas convaincu que je sois le meilleur pour faire ça, parce que chez nous, on véhicule des choses qui sont de l'itération dans la façon dont on améliore les sites versus l'agence. Tu vois, il y a toujours ce truc de... Moi, j'ai découvert ça dans la tech, que je ne comprenais pas au départ. Je viens d'agence, ça veut dire que je viens du monde où il y a un client qui te dit les gars, on a 2 mois, il me faut une grosse campagne, il faut finir la campagne et faire un énorme site, et je veux que ça soit nickel. Et on a 3 allers-retours.
Et donc toi, ton objectif, c'est tu travailles énormément pour arriver à faire ça, tu délivres et tu délivres le site complet. Tu délivres la campagne vidéo, tu délivres tout d'un seul coup. C'est vachement bien parce que sur le temps T, c'est cool, ça marche très bien. Par contre, je suis convaincu que ce modèle-là ne marche plus sur le long terme. Parce que moi, ce que je fais maintenant dans ces 8 semaines avant où je délivrais un truc finalisé, c'est que pendant ces 8 semaines, je faisais plein d'hypothèses dans ma tête. Je me disais, je suis sûr que ce scroll, il fonctionne. Ah là là, ce travelling sur cette caméra, elle est incroyable. Ce message est génial. Du coup, tu arrives à la fin de tes 8 semaines et puis tu délivres un produit fini qui, pour toi, fait du sens. Mais comme tu l'as fait pour toi, ou du moins avec les équipes qui t'entourent et qui ont les mêmes idées, ben, le résultat que tu vas arriver à avoir sur le marché, peut-être qu'il va avoir un avis négatif, peut-être que les gens ils se disent oh, mais what the fuck, mais pourquoi il a fait ça? C'est pour ça que cette dimension partenariat entre l'agence et l'interne est tellement Exactement. importante. Ouais. Et là, chez nous, bah, du coup, moi, j'ai découvert dans la tech, et surtout grâce aux développeurs, et à l'époque, c'était chez SonarSource parce qu'il n'y avait pas du tout de marketeurs. Et donc, du coup, j'étais baigné au milieu d'un milliard d'ingénieurs qui m'ont dit allez, Thibaut, il faut faire des commits, tous les jours, il faut pousser des nouvelles versions tous les jours. Et je me disais, pas du tout, en fait. Il faut délivrer un truc magnifique tout de suite, que les clients ils soient comme des fous quand ils voient l'expérience. Et en fait, j'en reviens de ce truc-là. Je trouve qu'en fait, sur ces 8 semaines où tu délivres un projet en agence, si tu délivres toutes les semaines, une semaine le message, une semaine le design, une semaine les banners, et ben quand tu vas arriver à la 8e semaine, tu auras déjà résolu des problèmes que tu n'aurais pas résolus dans les 8 premières semaines. Parce que peut-être que ton message, quand tu l'as délivré la semaine 2, tu vois qu'il ne marche pas bien. En semaine 3, il va évoluer. En semaine 3, il évolue. Arrivé en semaine 8, ton message, il est génial. Ouais. Et en semaine 8, comme tu as lancé, tu peux dire, bon, ça fonctionne super bien. Du coup, je mets du paid. C'est le robinet du paid qui va faire que tu vas augmenter le trafic sur quelque chose qui est relativement bien construit et qui va bien fonctionner. Tu as mentionné l'IA avant brièvement. J'ai l'impression que... Alors, IA marketing, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux... je simplifie extrêmement, mais il y a un peu deux avenues. Il y a les personnes qui pensent que c'est un outil en plus très intéressant qui va changer plein de choses, mais c'est un outil. Et il y a l'autre côté qui est, putain, ça va tout changer. Le marketing n'existera, j'exagère, mais n'existera plus. Voilà. C'est que tu prends quel chemin, toi? Je ne prends pas celui de droite. Je ne prends pas celui de droite. S'il y a la pilule rouge et la pilule bleue, voilà, je ne prends exactement. pas la pilule bleue, je vais prendre la pilule rouge. Bon, je crois véritablement que l'IA va révolutionner notre vie, ça c'est sûr, notre vie professionnelle. Je pense que ça va nous aider à nous focaliser sur ce qui fait du sens, le plus. Parce qu'en fait, l'IA, de ce que je vois aujourd'hui de mon équipe, de ce qu'on est en train de mettre en place, ça nous aide à automatiser des choses. Ça nous aide à produire de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus consistante. Mais ça nous libère aussi beaucoup de temps pour réfléchir à des concepts. Parce que le plus important, c'est le concept. Parce que tu peux avoir une super IA, balancer un truc dans ton IA, ça devient horrible, tu fais n'importe quoi, ça part en bleu, ça part en violet, ça part en n'importe quoi. Aujourd'hui, pour moi, ça va nous libérer un temps infini pour créer des concepts qui font du sens. Et je pense que c'est obligé d'utiliser l'IA dans les prochaines semaines, jours, heures, minutes, pour être sûr de pouvoir être compétitif. Ça donne aussi un avantage ultra compétitif pour des boîtes comme nous, comparé à des grosses boîtes aussi. Tu vois, il y a des boîtes qui ont 1 milliard de gars marketeurs qui peuvent te dire, bon, tiens, on lance un produit, on va mettre 20 marketeurs, 20 designers et 20 développeurs et on va lancer le produit dans 3 semaines. Et nous, on se retrouve à se dire, on a des fonds propres. Alors du coup, on est 3 et on va le faire. Et on va le faire. Et du coup, c'est pas faire en termes de compétition, parce que du coup, on peut se retrouver lésé dans cette situation alors qu'on a des idées et des choses. Donc l'IA va aussi nous permettre de produire beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus qualitative, mais ça va nous laisser aussi du temps pour réfléchir à des campagnes, ou à des bannières, ou à des positionnements, ou même à du narratif qui va être différent. Et ça va aussi écrémer un peu le marché sur... Aujourd'hui, on a fait beaucoup de growth avec beaucoup de standards qui sont réappliqués petit à petit partout. Et qui sont les mêmes funnels de conversion avec la même chose. Et du coup, aujourd'hui, de passer sur l'IA et de te laisser du temps pour réfléchir à c'est quoi ma marque exactement? Qu'est-ce que je propose comme expérience différente des autres marques pour convaincre mes clients et s'assurer que la culture fasse du sens et les value propositions fassent du sens, ça va libérer énormément de temps. Tu peux donner un exemple? Tu parlais d'automatisation et c'est, sans rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, comment vous l'utilisez de manière le plus fortement? C'est design, de ce que j'ai compris, un peu création de visuels ou autre, automatisation pour certaines tâches. Ouais. Il y a d'autres choses ou des choses que tu peux partager un peu plus? Des développeurs aussi. Les devs dans leur code, etc. Dans leur code, le dev, il est
obligé de commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter son niveau de vélocité et ne pas bloquer sur certains codes qui peuvent être plus compliqués que d'autres. Mais aussi des agents qu'on peut mettre en place pour réfléchir. Moi, j'avoue partager avec vous un de mes tips de ChatGPT que j'utilise régulièrement. Coach de fléchette. Et, alors non, malheureusement, je gagne trop souvent pour avoir un coach de fléchette. D'avoir un coach fléchette. T'es trop bon. Nicolas, tu sais qu'il te reste à faire un coach fléchette. Mais du coup, par contre, ce qui est important, c'est que je lui ai fait un petit prompt qui dit aide-moi à être le meilleur directeur marketing du monde avec, tu vois, les éléments clés. Et il m'aide, c'est un agent qui m'aide à me coacher sur des éléments qui sont basico-basiques, des standards qui peuvent m'aider sur des choses qui m'arrivent au jour le jour et qui peuvent m'aider à améliorer mon management, ma vision, ma direction. Tu vois, toute cette partie agent, elle est super importante aussi pour juste ne pas rester dans ton univers et voir des choses qui soient différentes. Encore faut-il que ton prompt soit bon et qu'il ne soit pas trop fermé. Mais pour aller chercher de la valeur ailleurs et aller chercher une ouverture, je pense que ça fait vachement de sens. Alors, pareil pour les translations. Les translations, je pense que c'est sur la partie contenu aussi. Sur la partie contenu, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Nous, on débute. Et on ne veut pas enlever des postes par rapport à ça. Par contre, on veut trouver un moyen dans le département d'augmenter notre vélocité et d'aussi refocuser les gens sur des choses qui font le plus de sens pour eux. C'est stratégie, c'est comment on se positionne, c'est qu'est-ce qui fait du sens et qu'est-ce qui ne fait pas de sens, et pas passer son temps à faire des tâches répétitives qui enlèvent la vraie qualité des gens dans le domaine qu'on a employé. On a parlé de beaucoup de choses, mais tu as parlé de ce que vous faites en termes de bannières vidéo, site web, tu as parlé des KPIs. Question sur les canaux, tu vois, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Google, X, Y, Z, enfin il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce que chez Proton, vous avez des canaux de préférence ? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui marchent mieux qu'avant ? Et peut-être, ce serait intéressant d'avoir ta vision sur l'évolution, on va dire, peut-être des 5-10 dernières années, où on en est aujourd'hui et où tu penses aussi qu'on va peut-être sur les 5-10 prochaines années. Je trouve qu'il y a des canaux qui sortent tous les jours, mais il y en a eu tout le temps aussi. Je pense qu'il faut se réadapter à tous les nouveaux canaux qui arrivent. Nous, chez nous, celle qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est Irina. Elle est Head of Social Media et elle s'occupe de l'ensemble des social media chez Proton, qui est un job vraiment assez prenant parce qu'on a une communauté qui est hyper engagée, qui est hyper... comment dire ? Qui croit en la mission et qui donne beaucoup de feedback et qui réagit beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'engagement, mais ça demande un temps important. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de se dire où est-ce qu'on fait du sens. Nous, par exemple, Techie, il y a Reddit, où on est à fond sur Reddit. Je ne pense pas que ça soit un canal qui soit commun pour toutes les boîtes d'avoir un canal sur Reddit qui est aussi important que le nôtre. Je pense aussi que le social media, depuis 10 ans, il commence à saturer de même type de communication de la part de plein d'entreprises, souvent à cause du marketeur qui passe d'une boîte à une autre, qui transfère la même knowledge d'une boîte à une autre et qui essaye de reproduire la même chose. Ou du coup, tu arrives sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, moi je suis moins Facebook, mais même X, tu vois, et tu te retrouves avec les mêmes types de structures où en fait ton esprit il est complètement pollué par la même chose et il est plus attiré vers ce qui fait du sens pour toi parce qu'en fait ça clignote dans tous les sens. Et c'est pour ça que je pense que le futur, ça sera vraiment, et encore une fois je repars sur le brand, pour moi le brand il est 100 fois plus important que le growth dans ce cas de figure parce que c'est les valeurs de la marque qui vont te faire amener à avoir de l'engagement sur ces choses, social media. Et c'est quoi le meilleur moyen de la transmettre, cette brand, du coup ? Est-ce qu'il y a des... Parce que là, tu commençais par parler du print, et voilà, est-ce que finalement on revient à des choses aussi basiques que ça ? Aujourd'hui, il y a un essor de YouTube aussi, notamment. Là, on fait un podcast, donc il y a aussi les podcasts. Selon toi, c'est quoi le meilleur moyen de la transmettre, cette brand ? Je crois qu'il faut voir le brand comme quelque chose qui est vraiment hyper diversifié et je ne crois pas qu'il faille faire all-in sur un seul canal, déjà premièrement. Exemple, tu vois, YouTube, pour moi, YouTube, c'est une sorte d'agrégation de tutoriels absolument incroyable que tu peux faire. Exemple, moi, je me suis fait ma petite maison chez moi. Dès que j'ai besoin de faire les travaux,
Ben, je vais sur YouTube et puis je tape tutoriel pour créer ceci et cela. Et puis je trouve un tutoriel, je passe ma nuit dessus et le lendemain, hop, je vais me le faire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment tutoriel oriented. Social media, j'utilise ça, ou du moins les gens utilisent ça comme consommation. Tu vas switcher. Tu vas avoir tellement de context switching, mais tu vas avoir de la news. Et tu t'attends à avoir des choses catchy et news. Le print, tu t'attends à te dire, ah bah tiens, quand tu fais une campagne print, c'est solide. Tu ne vois pas tout le monde qui se recouvre l'ensemble du tram de Genève avec une énorme publicité, parce que ça coûte un peu et c'est difficile à concevoir et aussi avoir des KPI sur est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne. Il y a une question de statut, quoi. Il y a une question de statut. Tu vois, tu arrives à faire de la campagne qui est une campagne métro ou une campagne ville, purement ville, où tu fais le cover de toute la ville. Ben là, il y a une stature qui change et qui est différente. Ça veut dire que la personne, quand elle va retourner sur ton site, elle va se dire « Ah, mais c'est la marque que j'ai vue la dernière fois dans le métro. » Ou c'est plus la perception que ces gens-là ont de la marque, elle change complètement. Donc moi, j'ai tendance à dire que chaque canal a une cible complètement différente. Je crois qu'il faut continuer à alimenter ces cibles différentes. Par contre, je pense que ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen d'être plus fort dans la façon de partager la communication. C'est pour ça que le marketeur de demain, je pense qu'il doit avoir énormément de goût. Il doit avoir une intelligence qui est culturelle. Il doit sentir les choses qui doivent arriver. Il doit avoir la possibilité d'être assez bold et courageux pour faire des choses qui sont contre-courant. Parce que du coup, quand tu regardes, quand tu scrolles un petit peu TikTok ou autre, tu vois les mêmes types de pubs. Moi, j'ai toujours la sensation que 90% des publicités sont les mêmes. Et celles qui se différencient sont des marques qui ne suivent pas la tendance. Elles sont complètement différentes. Elles t'accrochent parce que tu dis « Ah ouais, là, ça n'a absolument rien à voir. C'est un mouvement culturel complètement différent. C'est quelque chose qui t'embarque, qui t'emmène dans leur monde. Et du coup, je pense qu'il faut être aussi courageux pour maintenant sortir du lot. » Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouveaux canaux que vous je sais pas, tu vois, ça peut être du sponsoring, ça peut être influence, ça peut être, je parle très large quand je dis canal, pas forcément sans rentrer dans le détail, mais il y a des nouvelles choses que vous voulez tester, que toi, où tu te dis, ah, mais ça serait vachement intéressant de le faire, des nouveaux trucs que tu imagines, etc. Vous avez fait une collab, on en parlait au début, une collab, pour moi, c'est pas un canal, mais c'est presque une nouvelle manière de faire, etc. Il y a des choses que tu vois arriver, que tu trouves intéressantes? On fait pas mal d'affiliés, on fait pas mal de partenariats. On a forcément des choses dans le pipe sur lesquelles je ne vais pas forcément m'étendre tout de suite. Mais il y a des nouveaux canaux sur lesquels, oui, on veut tenter des choses. Pour l'instant, je trouve que par rapport à la taille de notre entreprise, on fait déjà beaucoup de choses. Et l'objectif, c'est aussi de se prioriser, de s'assurer que quand on se lance, on le fasse bien et qu'on ne le fasse pas moyennement. Parce que si on le fait moyennement, ça a un impact sur la brand qui est relativement important. Donc, j'ai tendance à dire que pour l'instant, on fait les choses bien pour la taille de l'entreprise qu'on a et d'aller trop loin pour avoir un impact négatif sur notre brand. Donc, je pense qu'il faut aussi se poser la question sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quels sont les risques, pourquoi, quels sont les avantages de celle-ci. Et donc, voilà. Et c'est quoi ton pari sur on va dire les 5 prochaines années? C'est quoi les skills du marketeur 2030? Est-ce que ça va beaucoup évoluer? Est-ce que les agents IA vont prendre le dessus sur certaines tâches et donc l'humain va devoir se focaliser plus sur d'autres trucs? C'est quoi qu'on va vraiment garder nous? C'est quoi le CV que tu recrutes en 2030 pour rejoindre ton équipe? C'est hyper intéressant. J'ai tendance à dire que la skill la plus importante, et c'est peut-être vraiment bizarre, c'est quelqu'un qui est peut-être moins KPI qu'il n'était avant. Peut-être qu'il y a 5 ans, je cherchais un mec qui était vraiment ultra analyste, qui pouvait regarder toutes les datas et me dire oh là, il y a un point qu'on peut améliorer, ou là, il y a quelque chose qu'on peut faire dans le funnel et tout ça. Aujourd'hui, avec ce qui va se passer dans l'intelligence artificielle et ce qui va bouleverser, moi, j'ai tendance à me dire, moi, je veux des gens qui soient courageux. Je veux des gens qui puissent se dire je suis assez courageux pour lancer des choses qui sont complètement différentes, qui arrivent à sentir l'aspect culturel du moment, l'aspect événementiel du moment, pouvoir réagir à des événements qui se passent dans le monde pour tirer la couverture à nous ou communiquer sur ça. Et j'aurais tendance à dire que avoir du goût, avoir de l'ambition, avoir la possibilité d'être assez bold pour créer des choses qui sont complètement différentes et pour amener la marque sur un autre niveau, c'est ce que je pense est la skills du marketeur versus celle d'avant qui était très analytique. Je pense aussi que la maîtrise de la technique est super importante.
Ça veut dire que le mec qui vient me voir et qui me dit « Ah non, mais moi, l'intelligence artificielle, j'y crois pas trop » ou « Qu'est-ce que vous utilisez ? Vous inquiétez pas, j'ai utilisé ça, je vais y arriver. » Moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui puisse aussi me bluffer sur la façon dont il interagit avec l'ensemble des outils qu'il y a sur le marché pour améliorer l'expérience utilisateur sur le site, par exemple, ou sur les bannières. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les mois ou tous les 2 mois, il y a un nouvel outil qui sort qui est plus incroyable que l'autre. Et du coup, tu te retrouves dans des situations où en fait, tu as tellement d'outils que tu ne sais pas forcément lesquels utiliser. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui est dans la capacité d'automatiser les tâches et de savoir prioriser. Qu'est-ce qui est important pour lui ? La priorisation, c'est les tâches qui sont exécutables facilement par une intelligence artificielle. Allez-y. Et par contre, avoir quelqu'un qui puisse réfléchir, prioriser, qu'est-ce qui fait du sens pour la marque, comment on y va, comment on priorise les choses et quel angle d'attaque on prend. Donc voilà, ça, je pense que ça serait le skills que j'empocherais dans les 3-4 prochaines années. Tu as dit cette phrase, je ne sais pas si ça la résume, je vais te paraphraser parce que je ne sais plus exactement comment tu l'as dit avant. Tu as dit la data rend les marketeurs un peu peureux. Ouais. Ça fait des marketeurs peureux parce qu'en gros, tu regardes que la data pour prendre tes décisions et tu prends plus de risques qui sortent de ton fichier Excel, pour faire très simple. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, et tu l'as redit là avec les skills d'un marketeur de 2030, est-ce que pour toi, ça, c'est le shift principal que les marketeurs doivent intégrer ou est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais. Je ne voudrais pas cracher sur les marketing analystes, mais moi, j'en ai marre des marketing analystes ou ce genre de catégorie, pas forcément de poste, mais de catégorie, qui fait qu'on essaie de se focuser sur une KPI et on essaie d'améliorer cette KPI de façon très, très petite. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah tiens, exemple, la landing page par rapport à cette campagne, elle fait 20% de conversion, on peut l'amener à 20,5% en améliorant ce bouton. C'est sûrement très bien, mais je trouve que ça fait de nous des gens qui ne prenons pas de risques et des gens qui gagnons petit. Et dans ce milieu, ou du moins dans le milieu de la tech et dans le milieu dans lequel je suis aujourd'hui, il faut qu'on voit plus grand, il faut qu'on soit plus visionnaire, il faut qu'on tente des choses que les autres ne font pas. Et du coup, il y a une méthodologie chez nous qui est le fail fast, fail forward, qui est hyper important, qui dit on n'a pas besoin d'avoir toutes les datas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester, regarder, si ça fonctionne, on améliore. Et l'objectif, c'est pas de forcément attendre l'ensemble des datas pour se lancer, c'est vraiment se lancer vraiment, tester. Alors évidemment, il ne faut pas se planter à chaque lancement, mais évidemment, à chaque fois que tu lances quelque chose, tu apprends quelque chose de plus qui va te permettre d'améliorer le lancement la prochaine fois. Donc je pense qu'on a créé aussi parfois des marketeurs qui sont un petit peu frileux et qui manquent de courage sur certaines choses où il faudrait aller beaucoup plus fort, tenter des choses pour gagner encore plus que des petits 0,5%. De passer de 20 à 40, mais ça ne se passe pas forcément sur le site, c'est ça ? Exactement. Mais d'ailleurs, ça amène le sujet de la récolte de données quand même, qui est un sujet assez important, surtout en ce moment, avec il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment en Europe, avec l'RGPD, etc. Comment vous naviguez ce sujet-là ? On sait que c'est de plus en plus dur de récolter de la donnée n'est pas forcément qualitative. Bon, j'imagine qu'au sein de votre application, tous les utilisateurs, une fois qu'ils sont dedans, vous devez avoir des données, j'imagine, hyper qualitatives là-dedans, mais plus sur l'acquisition, c'est pas évident. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on revient pas mal à ce marketing traditionnel. C'est quoi ton avis là-dessus ? Comment vous gérez ça aujourd'hui ? Alors, nous, on traque très, très peu. Évidemment, on traque le minimum possible. On traque le nombre de visiteurs qui arrivent, ce qui paraît tout à fait normal. On traque le nombre d'utilisateurs qu'il y a évidemment sur notre plateforme parce qu'on veut savoir combien de personnes utilisent nos applications. Par contre, on va traquer forcément la conversion aussi en se disant combien il y a de personnes qui passent du site à l'application, ce qui paraît normal. Mais on va très peu traquer parce que du coup, c'est notre modo aussi. On se dit vie privée sur Internet, du coup, il faut qu'on applique notre propre règle. Et l'objectif final, et c'est là où je reviens sur le marketeur qui check l'ensemble des données versus mon objectif principal, c'est d'améliorer de la croissance, c'est de l'amener de la croissance dans la boîte. Et l'amener de la croissance dans la boîte, ça passe par l'adoption du produit. Et en fait, je m'en fiche un peu si le mec il va revenir 3 fois sur la page, ou il va pas convertir dès le premier coup, ou il va se bloquer à un endroit. Mon objectif, c'est que je vais améliorer le funnel complètement, le narratif, le design, l'UX, le message, tout un tas d'éléments pour qu'à la fin de l'année, on se dise
waouh, on a augmenté de façon exponentielle le nombre de users qui sont daily actifs sur notre application et qui sont forcément passés par un de nos canaux. On ne sait peut-être pas lequel, mais il a forcément croisé YouTube, il a forcément croisé un social media, il a forcément lu un blog post d'un mec incroyable chez nous et il a décidé à un moment donné de devenir utilisateur. Et la meilleure des métriques, pour moi, je ne veux pas couper ça en genre marketing, création de lead versus product qui convertit et qui adopte. Moi, je suis plutôt en mode qu'est-ce qu'on fait pour grossir cette base de gens qui utilisent notre produit. Et c'est le KPI le plus important de mon département. Ouais, c'est hyper intéressant et je pense que c'est quelque chose que nous on prône beaucoup aussi, c'est ce côté, cette omnicanalité, cette vision d'ensemble en fait. C'est un peu fini, chaque canal est un silo, c'est vraiment une stratégie globale qui permet au final de bouger un KPI business et non pas un KPI marketing. Exactement. On s'en fout d'avoir des milliers de conversions si derrière ça génère pas plus de daily active users. Donc mais c'est facile de faire l'inverse en disant ah oui, regarde, moi dans mon petit post, j'ai augmenté de 0,5 le pourcentage sur 10 millions, ça fait énorme. Oui, évidemment, mais est-ce que ton utilisateur, il est resté est-ce qu'il n'a pas juste téléchargé l'application, il a vu que c'était moyen et il s'est barré Je pense que l'objectif business, comme tu le dis, c'est l'objectif le plus important. Nous, ce qu'on veut, c'est amener plus de freedom dans l'Internet et c'est nos produits qui servent à ça. Et donc, pour arriver à accomplir notre objectif, on doit passer par une adoption massive. Et l'adoption, elle se fait par une promesse qui fait du sens, un produit qui répond à la promesse, et donc une adoption naturelle. C'est beau. C'est beau. Ouais. Non, tu pouvais pas mieux le décrire. Le résumé. Voilà. Thibaut, merci beaucoup. C'était un plaisir. On a vu pas mal de choses. Merci beaucoup pour ton temps. On aurait pu continuer encore un moment. On avait déjà fait un petit moment avant. On va sûrement continuer à en parler après. Je ne sais pas ce qu'on va garder, mais ça sera une bonne excuse pour faire une V2 dans quelques temps avec un peu de chance. Avec grand plaisir. Thibaut, merci beaucoup. Merci Thibaut.